Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu différent. C'est une interview que j'ai donnée sur le podcast Story Travaux, animé par Alexia. On a parlé de rénovation évidemment, mais aussi de ce qui fait vraiment basculer un projet. Pas les techniques, pas les matériaux, mais les décisions. Les décisions qui sont prises trop tôt, celles qui sont prises trop tard, celles qu'on ne prend pas et qui finissent par coûter cher. On a aussi parlé de ce qu'on ne voit jamais assez. La fatigue, la charge mentale, l'impact sur le quotidien et cette tendance qu'on a tous à sous-estimer ce qu'un projet va vraiment demander. Et puis aussi d'une autre façon de rénover. Arrêter de tout casser, apprendre à travailler avec l'existant, penser sa maison dans sa globalité et pas pièce par pièce. Si tu es en train de rénover ou que tu t'apprêtes à te lancer, cet échange va forcément te parler. Je te laisse avec notre conversation. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Story Travaux. Je suis Alexia, multi-investisseuse et hôte du podcast. Au fil de mes chantiers, j'ai affronté de nombreux défis. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Chaque semaine, j'interviewe des investisseurs et des professionnels de la rénovation pour vous transmettre leurs meilleurs conseils afin de réussir vos travaux sereinement. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être au courant des prochains épisodes. Et que vous soyez sur votre chantier ou dans les transports, préparez-vous à découvrir les meilleures astuces travaux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Story Travaux. Aujourd'hui, j'accueille Alison. Bonjour Alison. Bonjour Alexia. Qui nous vient de un petit peu loin quand même. Hein. Oui, ouais, ça va, ça reste en France quand même. Oui, mais quelques kilomètres. Quelques kilomètres, c'est vrai. Quelques centaines de kilomètres. Donc on est ravis de t'avoir parmi nous, Alison, aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Et alors, c'est vrai que c'est particulier. Alors, c'est pas la première fois que je le fais, mais la première fois, en tout cas en tant que femme, que j'interviewe une autre podcasteuse. Ah oui. Parce que Alison anime le podcast Les Clés de la Réno. Donc, qui plus est, on est quand même sur la même thématique. On s'adresse peut-être pas tout à fait à la même audience, mais voilà, on traite des sujets en commun. Donc, on va parler de beaucoup de travaux aujourd'hui. C'est ça, exactement. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques minutes? Bien sûr. Donc, je m'appelle Alison, j'ai 39 ans, je suis architecte d'intérieur aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est une reconversion qui est liée étroitement à mes propres projets de rénovation. Et effectivement, au fur et à mesure, ça m'a pris de passion et j'ai pris le virus. Donc, j'ai voulu en faire mon métier. Et puis aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, je suis également l'hôte du podcast Les Clés de la Réno pour les femmes qui veulent se lancer dans leur projet de rénovation. Génial, je trouve ça vraiment top comme comme initiative, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du do it yourself, mais voilà, c'est important de se former dans les travaux pour avoir les bonnes techniques et les bonnes compétences, on va dire, pour bien faire les choses, parce que voilà, des erreurs peuvent être très, très coûteuses. C'est vrai. Et puis on met les pieds dans un monde d'hommes quand même, encore majoritairement, effectivement, habité par les hommes. Et quand on est une femme et qu'on vient avec ses envies, ses idées, ses questions, c'est parfois pas forcément évident de naviguer. Ouais, c'est clair et c'est vrai que voilà, d'avoir une communauté comme ça aide forcément, ça y contribue. C'est ça. Et alors le podcast finalement, comment ça t'est venu? Ça a été quoi le déclic? À quel moment, on va dire, à quel stade? Bah écoute, le podcast, je pense que je me souviens encore presque exactement du jour et de l'heure où je me suis dit tiens, je devrais faire un podcast. C'est clairement pendant les heures et les heures et les kilomètres de bande à joint que j'ai fait pour ma précédente rénovation. C'était en 2017 à peu près. 2017-2018 je pense. Et effectivement, ma partie, c'était les enduits. Donc j'en ai fait énormément. Et pendant ce temps-là, j'écoutais des podcasts. Et à cette époque, il n'y avait pas de podcast sur les travaux, sur la réno. Et naturellement, je m'étais dit, ce serait quand même vraiment très chouette qu'il existe ce genre de contenu. D'autant plus que je me posais tout un tas de questions sur mon projet, comment j'avais envie de l'habiter, comment j'avais envie de l'imaginer, comment je voulais me sentir dans ce projet pour m'y sentir bien. Donc,
à la fois sur des questions plutôt d'ordre d'aménagement et d'esthétique, mais aussi avec tout un tas de questions techniques et on trouve énormément de choses sur le net. Mais comment savoir si ça te correspond vraiment, si ça correspond à la maison que tu rénoves, à ton bien ancien, qui plus est quand on est dans la rénovation. Donc il y avait tout un tas de questions et j'avais bien du mal de trouver des réponses et du coup c'est pour ça aussi je me disais un podcast qui peut donner un peu ses réponses, ses astuces, ses conseils, nous permettre d'éviter justement les erreurs que certains ont pu commettre, ce serait vraiment très chouette. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée avec la reconversion, l'idée de lancer ce podcast, donc en 2022. OK, bah, écoute, ouais, ça fait déjà plusieurs années effectivement que le podcast existe. Il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de contenu, hyper qualitatif parce que forcément, voilà, je connais le podcast, j'ai écouté des épisodes et je trouve ça passionnant parce que, c'est vrai que tu donnes beaucoup d'astuces aussi, tu transmets tes connaissances et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, le podcast, c'est un très, très bon moyen, je trouve, de se former aussi de manière, gratuite. Donc c'est aussi une manière, voilà, de découvrir tout ce qui peut exister. Donc c'est vrai que c'est une très, 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 très bonne initiative, je trouve et du coup, justement, par rapport au podcast, aux invités que tu as eus, parce que tu fais des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec invités C'est ça, depuis le début, je mixe les 2 formats, ouais. et donc par rapport à ce format, invité, finalement, c'est quoi les 2-3 connaissances, on va dire, qui t'ont le plus marqué avec tes invités, auxquelles tu pourrais penser? Hem, effectivement, maintenant que je suis à plus d'une centaine d'épisodes et parmi eux, probablement, je sais pas, je les ai même pas comptés, mais une trentaine, 35 invités qui sont venus me raconter leurs expériences de réno, parce que l'idée des les invités principalement, c'est quand même ça, effectivement, avoir des récits, d'histoires de rénovation. Hem, je dirais que, la première chose qui me vient, c'est qu'en fait, assez naturellement, enfin, c'est ce qui fait le podcast d'ailleurs, c'est qu'on a quand même bien des choses à savoir et qui sont, duplicables, peu importe le projet, si on peut dire. Mais en même temps, chaque rénovation est différente. Enfin, je le disais juste avant, quand on rénove dans l'ancien, naturellement, il y a des surprises, il y a des imprévus et chaque histoire, du coup, sera différente. Donc, c'est bien d'être outillé, pour pouvoir vivre cette expérience, mais en même temps, on n'est jamais à l'abri, voilà, de ce qui va nous arriver comme aventure. Et donc, du coup, il y a pas de rénovation universelle. C'est ce que je peux dire après, effectivement, avoir entendu toutes ces histoires. Mais, la meilleure des rénovations, en fait, je trouve, c'est celle qui va vraiment répondre aux besoins de ses habitants, de ceux qui ont envie d'y vivre et donc de ce fait, quelles sont les questions qu'ils auront pu se poser pour parvenir à obtenir, le lieu dans lequel ils ont envie de vivre, tu vois? Il y a un côté, il y a pas de rénovation universelle. Mmh. Ouais, c'est vrai que je pense que ça va beaucoup dépendre, des besoins et des attentes finalement, des uns et des autres et aucune rénovation ne se ressemble parfaitement au final, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de vivre, et donc finalement c'est vrai que voilà, il y a ce côté où, on va avoir des petits plus, et des choses qui vont convenir à certains ne vont pas du tout convenir, à d'autres, au final. Exactement. C'est un moyen, extrêmement, bon d'être créatif et de personnaliser vraiment, l'environnement dans lequel on souhaite vivre. Ouais, donc c'est finalement vraiment, on va dire, ça que tu tires, de ces différents épisodes avec les invités, c'est vraiment le côté, où, finalement, chaque rénovation va être, unique et l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans un moule et je pense que alors, bien sûr, ça s'applique à des rénovations de résidences principales et secondaires, mais finalement, pour moi, c'est aussi le cas, pour, des investissements locatifs parce qu'en réalité, pour se distinguer de la concurrence, on a besoin aussi de s'adapter aux besoins de ses locataires et se différencier aussi de ce qui existe sur le marché au final. À bien identifier effectivement son habitant idéal, même si c'est pas pour soi-même. Ouais, c'est Ouais. ça et donc par rapport, finalement à toutes ces rénovations, que, finalement tu as pu voir passer sur le podcast avec les invités, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres, qui a été assez incroyable, un peu farfelue, ou Oui, alors, je dirais qu'effectivement dans le côté,
Si je dois relever le côté incroyable, comme ça, je pense à Maude, qui est une investisseuse d'ailleurs, ça pourrait t'intéresser. Enfin, d'ailleurs, non, je sais pas que ça pourrait t'intéresser, je sais que tu la connais parce qu'on s'est rendu compte en off, en fait, qu'on la connaissait toutes les 2. Mais du coup, elle pourrait venir sur le podcast te raconter ça aussi. Maude Musset, effectivement, elle a rénové, à côté de chez moi, une ruine. Mais vraiment, c'était une ruine en plus qui avait vécu, la tempête, Xynthia, donc qui était dans un état pitoyable et elle a transformé avec, sa compagne, 33 m² en 72 m². Donc elle a fait quand même, au moins fois 2 pour y vivre à 4. Donc il y avait quand même un vrai challenge de rénovation, mais également un challenge supplémentaire d'optimisation d'espace. Et en plus de ça, elles sont très créatives, donc il y avait aussi, effectivement énormément de personnalisation dans les espaces, dans les façons de penser, et puis dans la déco de manière générale. Donc c'était un épisode forcément très instructif à bien des égards et sur une rénovation, pour le coup assez incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée, optimisation. D'ailleurs, Maud, c'est vrai que c'est le compte Les Filles Rénovent et on la salue si jamais, elle nous écoute. Bah, sans doute qu'elle va le faire. Je vais lui taper sur les doigts si c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Je pense que pour les auditeurs, vous pourrez aller voir, son compte pour regarder, les images. Mais c'est vrai que cette transformation, est assez dingue et il y a beaucoup de créativité, de couleurs aussi, dans ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que c'est voilà, hyper, vivant, j'ai envie de dire et ça peut, donner des idées en termes, voilà, d'optimisation, aménagement de l'espace pour essayer de tirer profit au maximum de la surface qu'on a. Parce que c'est vrai que parfois on a, voilà, des petites surfaces et l'idée, c'est, de voir comment on peut démultiplier un peu les mètres carrés. C'est vrai, exactement. Et alors parmi, tous ces épisodes, parce que bon, c'est vrai que celui-là t'a particulièrement, marqué au niveau de la rénovation en tant que telle, est-ce que tu as eu un épisode coup de cœur? C'est heureusement que tu m'avais posé cette question en amont pour que je puisse y réfléchir parce qu'effectivement, j'aime en soi tous les épisodes. Bien Toutes sûr. mes conversations avec mes invités sont toujours, une joie et un grand plaisir, de partager, voilà, ces aventures. Là, j'aime bien les appeler justement les aventuriers de la rénovation. Mais si je devais penser à un coup de cœur comme ça, j'ai envie de parler de l'épisode avec, Héloïse de Basquiat. C'est l'épisode 103 de mémoire. Et Héloïse, ça fait plusieurs années qu'elle rénove un immeuble, dans le Vieux-Lille, un très vieil immeuble. Il y avait vraiment des contraintes techniques assez importantes. Mais surtout, ce qui fait que c'est l'épisode coup de cœur, c'est que Héloïse, elle a vécu, de multiples abandons de chantier. Avec des entrepreneurs qui sont partis avec des acomptes, tout en ayant des enfants en bas âge, 3 garçons de mémoire, je crois. Et à l'époque, justement, elle était enceinte du dernier, elle venait d'accoucher. Enfin, c'était en plus, du point de vue personnel, très chargé. Et en fait, à ce moment de sa vie qui aurait pu être très compliqué et qui aurait pu éventuellement mener à l'abandon du projet, enfin, vraiment parce que c'était très compliqué, elle a finalement, opté pour la résilience et la détermination puisqu'elle a choisi de ne pas reprendre son travail et de se lancer à corps perdu dans les travaux elle-même. Donc c'est son mec qui allait au boulot et elle, tous les jours, elle faisait, du carrelage, de la maçonnerie, de l'isolation, voilà. Et donc aujourd'hui, il commence à voir le bout de cette rénovation, même si c'est pas encore terminé. Mais c'est vrai que c'est un chouette épisode pour ça, en termes d'aventure humaine et de courage, de motivation et en plus avec des goûts, esthétiques exquis. Donc vraiment, un très bel épisode, ouais. Ah oui, c'est très, très inspirant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, la bête noire des travaux, et des chantiers. C'est finalement le côté où, voilà, ça peut arriver de mal sélectionner les artisans et derrière, ça peut être extrêmement coûteux, notamment si effectivement on verse des acomptes et que derrière, voilà, les artisans, ne reviennent jamais, partent avec les sous
Et c'est fou que ça lui soit arrivé plusieurs fois en Ouais, plus. en plus plusieurs fois, c'est vraiment pas de chance parce que ça arrive, c'est arrivé quand même. Et c'est pas la seule sur le podcast à m'avoir parlé de ce genre d'expérience, mais là pour le coup, c'est vrai qu'elle a cumulé, donc elle a vraiment pas eu de chance. Ouais. Ah ouais, et puis en plus avec des enfants en bas âge, Ouais. il faut quand même avoir l'énergie et de faire la rénovation le jour et puis de s'occuper des petits le soir, donc C'est ça, en vivant sur place, en plus. en Parce vivant sur place. qu'effectivement, après un moment, il y a aussi les contraintes budgétaires, surtout quand les acomptes sont partis en fumée, qui Bien t'imposent, sûr. effectivement, donc oui, elle vivait avec une cuisine de fortune, enfin ouais, enfin voilà, j'invite vraiment à écouter l'épisode parce que pour ça, elle le raconte bien mieux que moi, bien sûr, mais Ah ouais, c'est assez incroyable et c'est vrai que souvent on tire aussi des enseignements forcément des histoires, des uns et des autres, donc voilà. Attention à bien, sélectionner les ah artisans. bah oui, bien s'entourer, c'est vraiment, le conseil, enfin il y a plusieurs effectivement choses à faire avec précaution, mais bien s'entourer, c'est quand même primordial. C'est vraiment une erreur que je souhaite à personne que de mal choisir les personnes avec qui on rénove. Parce qu'effectivement, c'est de d'eux que va vraiment dépendre la sérénité et la qualité du projet au bout du compte. Et puis même, rien que si ça peut au moins, nous sauver quelques insomnies, c'est quand même bien. Donc moi, je préfère effectivement conseiller de prendre bien son temps au démarrage, parce qu'en plus, au démarrage, on a toujours envie d'aller plus vite que la musique. On oublie de se poser les bonnes questions, on oublie effectivement d'avoir une vision globale un peu sur ce qu'on veut vraiment créer et tout de suite, on se lance dans les devis et dans les travaux parce qu'il faut aller vite, parce qu'on est dans une société où effectivement, on a toujours, les contraintes de budget, les contraintes de calendrier, il faut que ça aille vite et choisir un artisan par défaut, c'est vraiment, mais vraiment pas la chose à faire effectivement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des très grosses erreurs, de se précipiter pour se dire: «On enchaîne». Surtout, quand on est investisseur. C'est vrai que voilà, le timing, est très important parce qu'on se dit: «Il faut vite qu'on loue pour que les Ouais, sous rentrent». c'est ça. Et c'est vrai que c'est ça qui peut mal orienter en se disant: «Bah, tant pis, j'ai que cet artisan-là sous la main, je vais Mmh. partir avec lui», parce qu'en fait, derrière, on peut le payer, très, très Ah cher. bah, oui, c'est sûr. Et par rapport justement aux erreurs qui sont possibles, c'est quoi qui ressortait le plus, sur, le podcast, selon toi, en termes d'erreurs, peut-être commises par tes invités? Je sais pas s'il y a un peu, Ouais. quelque chose de commun qui ressort là-dessus? Hem, écoute, cette question des gens de confiance et de l'entourage est quelque chose qui revient quand même souvent déjà, de prime Mmh. abord. Hem, je dirais aussi, moi, une erreur que je pourrais relever en fait, comment j'analyse effectivement les situations et du coup, où ont été commises les erreurs, c'est dans la prise de décision quelque part. Souvent, c'est pas l'erreur en tant que telle, mais c'est le, un mauvais timing dans la prise de décision qui fait que ça induit Mmh. un surcoût et donc une erreur et un surcoût. Quand la décision est prise trop tôt, voilà, quand on se dépêche, ou quand elle est prise à contrario trop tard et qu'on finit par faire un choix par défaut. Alors, en soi, c'est difficile de prendre la décision au bon timing, on est d'accord, mais en tout cas, hem, de la même façon qu'on se précipite pas avec les artisans, je pense qu'il faut quand même pas se précipiter non plus dans le projet. Il faut vraiment réfléchir, planifier, anticiper tous les détails, avoir vraiment une vision claire et précise de ce qu'on veut accomplir, que ce soit pour rénover pour soi et effectivement en allant analyser un peu ses usages, ses habitudes, comment on a envie de vivre chez soi, mais effectivement aussi, quand c'est pour quelqu'un d'autre, quand on rénove pour un locataire ou pour de la location saisonnière et qu'on anticipe vraiment, le projet dans son ensemble et c'est ce qui permet à mon sens de prendre les meilleures décisions au meilleur moment et le plus rapidement parce qu'on a vraiment la vision globale du projet. On sait où on en est, on sait où on en est budgétairement, on sait où on en est en termes de calendrier, on sait exactement le résultat qu'on veut, aller chercher et du coup la décision elle est plus facile à prendre. Parce que c'est vrai que sur toi, je sais que tu as eu des chantiers personnels aussi et sur, les chantiers sur lesquels finalement tu as accompagné, tes clients, le côté planning, du coup, c'était vraiment un élément, on va dire, important que tu mettais en place? Oui, ça, c'est effectivement un des aspects, primordial de l'accompagnement, quand on se fait accompagner par un professionnel de la rénovation et qui fait effectivement une prestation de suivi de chantier. C'est qu'on a un réel planning de chantier et qu'on a une coordination des artisans pour faire en sorte que ce planning soit le plus maîtrisé possible. Après, il y a toujours
des dérapages parce qu'effectivement, l'artisan, qui a, un accident du travail ou je ne sais quoi et qui peut pas venir et puis derrière, les retards en cascade qu'on peut connaître, parce que ça implique les plannings des artisans qui doivent suivre. Voilà, ça arrive aussi, même avec un professionnel de l'accompagnement, mais en tout cas, ça fait quand même partie effectivement de la prestation que de pouvoir anticiper ça au mieux, de prévoir des marges aussi dans le calendrier, parce que c'est bien de prévoir une marge de budget, mais il faut pas non plus effectivement oublier une marge dans le calendrier pour pouvoir effectivement créer les tampons nécessaires à ce genre de rebondissement. Et c'est aussi important, ouais. Et par rapport à ça, justement, quelle marge tu préconises sur le calendrier? Parce que, alors, la marge de budget, je pense que ça peut dépendre peut-être du montant du chantier, mais ce serait intéressant d'avoir aussi ton avis là-dessus. C'est quoi un petit peu ce que tu préconises en termes de marge budget et puis marge, calendrier? Hem, Bah, écoute, sur la marge budgétaire, moi, je trouve qu'en fait, ça dépend aussi beaucoup. Il y a plein de facteurs qui peuvent entrer dans la réflexion sur quel type de marge. Déjà, effectivement, dans les erreurs à éviter, c'est d'oublier de prévoir une marge, hein, clairement. Et ça, pour le coup, j'en ai fait les frais personnellement. Enfin, non, c'est pas que j'en ai fait les frais personnellement, mais je me suis effectivement dit, ouf, heureusement que j'avais prévu une marge parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais vraiment, voilà, c'est la marge sur le budget, elle est vraiment importante et on a toujours tendance à la sous-estimer au départ, donc surtout quand on est novice. Et du coup, j'ai envie de dire la marge, moi j'aime bien dire qu'il y a donc 2 facteurs. Le premier, c'est le bien, rien que en lui-même, l'état du bien et sa vétusté. C'est sûr que si on rénove un appartement des années 60, c'est pas la même chose que un appartement haussmannien je pourrais même pas dire du 19e siècle, on va dire, ou une vieille ferme au fin fond de la Creuse. Enfin voilà, en fonction du bien et de son état, déjà, il y a quand même un niveau de vétusté et Mmh. d'ancienneté à prendre en considération dans le taux de marge. Et puis effectivement, le critère sur l'expérience aussi qu'on peut avoir, je trouve, parce que on rénove pas de la même façon quand c'est notre premier projet que quand Mmh. on en a déjà 2-3 derrière soi. On est déjà un peu plus aguerri, on sait ce qui nous attend et donc la marge, elle peut être aussi, amoindrie quand on s'y connaît un peu mieux. Donc entre ça et là, tu vois, moi je dis entre 10 et 20 et puis après on applique effectivement une décote ou un bonus en fonction de son expérience ou de l'état du bien. Donc entre 12, 15, 18 Mmh. bon voilà. Tu vois, c'est difficile de donner vraiment C'est un chiffre, difficile. mais en tout cas, je trouve que c'est aussi des choses à prendre en considération. C'est pas juste un pourcentage, en fait, c'est aussi il faut prendre en considération, ben, le bien que tu rénoves et puis toi, qui tu es en tant qu'être humain qui a pas forcément les connaissances, pour le projet dans lequel, tu t'engages, qui est là pour apprendre et tant mieux, mais il faut aussi prendre en considération le fait que, voilà, c'est la première fois et faut peut-être, prendre un peu plus de marge et de la même façon un peu sur le calendrier. Le calendrier, comme quelque part, il impacte moins notre façon de gérer. C'est aussi en lien très étroit quand même avec les plannings des artisans. Donc moi, en général, quand je fais mon planning, j'aime bien prévoir 20 Mmh. et puis surtout, prévoir aussi en fait, au lieu de prévoir, un pourcentage de temps, tu vois? J'aime bien le regarder de manière, globale comme ça, mais surtout, en fait, quand je commence effectivement à anticiper les temps d'intervention des artisans, bah, souvent je prévois une semaine, de battement, en fait, entre Mmh. chaque intervention, ce qui permet de faire glisser, voilà, s'il y en a un qui a un peu de retard, un autre qui a un peu d'avance, bon, ben, voilà, ça permet d'optimiser au mieux. Ouais, c'est sûr que, on essaie, on va dire, tant bien que mal d'optimiser au mieux. Après bon, la rénovation dans l'ancien, il y a toujours des imprévus. L'idée, c'est de se dire effectivement alors je suis d'accord avec toi en termes de budget. C'est vrai que moi j'ai tendance aussi à dire entre 10 et 20 et puis on adapte en fonction de la complexité et en fonction de l'expérience, passée. Mais c'est vrai que comme tu disais, c'est essentiel de prévoir cette marge d'imprévu parce que dans l'ancien, il y en aura toujours. On peut pas savoir ce qu'il y a, sous un papier peint, sous un placo malheureusement.
Ah bah, il y a tellement de choses qu'on découvre, seulement une fois qu'on casse, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même le meilleur artisan du monde ne peut pas savoir, il a pas les lunettes infrarouges qui permettent de voir à travers les murs, non, c'est vrai. Mais oui, c'est ça et parfois on se dit: «On aimerait bien, tu vois, faire des sondages un peu partout, avant d'acheter comme ça, voilà, on se prémunit un minimum». Mais c'est vrai que malheureusement, bon, c'est pas toujours possible. Non, c'est ça. Et donc parfois ce sont les surprises et pareil, ouais, le calendrier, c'est vrai qu'au moins ça permet d'avoir des délais. Alors de mon côté, j'ai tendance plutôt à passer par des entreprises tout corps d'État, mais c'est vrai que, voilà, quand on passe de manière indépendante par plusieurs, corps de métiers différents, il faut bien avoir cette souplesse-là aussi entre les différents passages. C'est ça. C'est sûr que le tout corps d'État peut avoir cet avantage. Après, voilà, du coup, il y a qu'un seul interlocuteur. Si c'est lui qui s'en va avec la Et compte voilà. en question, c'est là où bon, C'est ça ça. te met dans l'embarras complet. Mais voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Chaque scénario, effectivement, est Et oui, différent. ouais, bien sûr. Toi, tu es plutôt du coup, effectivement, team ou équipe, plusieurs corps de métier, plusieurs artisans? Alors j'ai pas de préférence en tant que telle. Moi, je pense que ça dépend vraiment du rénovateur, et de comment il a envie de mener son projet, comment il a envie de s'impliquer. Ça dépend aussi beaucoup de la région parce qu'effectivement, selon les régions, les entrepreneurs, tout corps d'État, il y en a pas beaucoup. On est à Paris, mais là, c'est quelque chose qu'on trouve facilement. Mais quand tu vas en province, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc parfois, tu as pas le choix que d'aller chercher des artisans indépendants. Donc voilà, ça dépend, tu vois? J'ai pas personnellement de préférence, même si moi j'ai travaillé avec les 2, mais OK. Et justement, tu as travaillé avec les 2 pour tes chantiers personnels ou tu veux dire de manière générale pour, tes clients aussi? pour mes chantiers personnels, j'ai tendance, tu vois? Bon, j'avais jamais fait cette, analyse, mais à privilégier les artisans indépendants. Hem, Probablement aussi parce qu'effectivement, souvent, au bout du compte, ça coûte un peu moins cher. Mais parce que forcément, c'est aussi à toi de gérer le chantier, de coordonner. Et puis, qui dit entreprise tout corps d'État dit grosse entreprise. Donc, ils ont aussi des charges beaucoup plus importantes qui font qu'effectivement, les tarifs sont un peu plus importants. Mais c'est pour mes clients, ça m'est arrivé d'avoir les deux. Effectivement, pour les projets clients, j'ai eu affaire à une entreprise tout corps d'État OK, aussi. ouais, donc c'est un peu, un mix, au final. Et par rapport justement à tes chantiers personnels, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sur ces fameux projets, que tu as réalisés? Ben, écoute, oui, je suis tombée dans la marmite donc en 2012 avec ma première maison, première acquisition, tu vois, j'étais jeune. En 2012, j'avais quoi? 26 ans, un truc dans le genre. Là, pour le coup, c'était une petite maison des années 60, avec un bon rafraîchissement, mais maintenant, vu ce que j'ai fait ensuite, je trouve que c'était un projet relativement léger. Chacun y verra comment il aura peut-être pas la même analyse, mais bon, parce qu'on a quand même ouvert un mur porteur, refait une salle de bain entièrement par nous-mêmes, mais bon, Quand même. dans l'ensemble, c'était quand même pour moi un rafraîchissement par rapport au projet qui a suivi, en 2017, là où on a effectivement rénové une grosse maison en pierre de Bourgogne, donc en Bourgogne Sud à l'époque. Entre-temps, j'ai déménagé. Donc du 19e siècle avec plusieurs, maisons, enfin comme ça se faisait beaucoup en fait, à l'époque, aussi d'aller, créer un 1er corps de maison, puis ensuite tu viens ajouter un autre et puis Mmh. après un autre et en fait tu avais, plusieurs, familles de la même famille qui vivaient dans les mêmes, dans D'accord. les espaces un peu, comme ça, de la maison. Et donc ça, c'était voilà, en 2017, grosse maison, on a tout refait, là pour le coup de fond en comble, avec des artisans pour tout ce qui était vraiment très technique D'accord. et on a aussi beaucoup fait par nous-mêmes, d'où mes heures et mes kilomètres de bande à joint, pendant 2 ans et demi, tous nos congés, tous nos week-ends et en même temps qu'on devenait parents. Donc effectivement, c'était une sacrée aventure, mais c'est grâce à elle que, j'ai vraiment pris le virus de la réno pour le coup. Et puis maintenant, on a revendu cette maison donc, il y a pas si longtemps. On a choisi de déménager donc, en Pays de la Loire, au bord de la mer, enfin au bord de l'océan Atlantique. On me taperait sur les doigts si on savait que je disais la mer. Mais, mon conjoint est breton, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment dire l'océan Atlantique. L'océan en tout cas, au bord de l'océan, et donc là on se relance dans notre 3e rénovation, et là pour le coup c'est encore un peu différent. C'est une maison des années 80,
qui ne nécessite pas autant de travaux que celle qu'on a fait en Bourgogne, parce que pour le coup, aussi, on a adoré, mais ça nous a aussi un peu vaccinés dans le sens où c'était quand même vraiment beaucoup, un engagement immense et personnel et physiquement, en plus de le fait d'avoir les enfants qui arrivent en parallèle. Enfin, aujourd'hui, avec effectivement en plus nos vies professionnelles qui se sont encore aussi accélérées, on n'aurait pas eu le temps de se relancer dans une réno comme celle-ci. Et puis, peut-être moi l'envie, mais mon conjoint pas forcément. Donc, fallait trouver un entre-deux. Donc là, voilà, c'est une maison des années 80 où il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais déjà, on a choisi de déléguer beaucoup plus. Et puis d'étaler dans le temps. En fait, c'est quand même une maison habitable. Donc là, pour le coup, voilà, on prend le temps, on vit les espaces. Et puis, parce qu'aussi, dans l'idée, c'est notre maison pour toujours. Donc, on prend vraiment le temps de bien réfléchir, d'avoir cette vision globale pour s'engager dans des travaux vraiment pertinents à tous les niveaux et évolutifs aussi dans l'idée où on sera encore là dans 10, dans 20 ans. Donc, Ouais, bien sûr. C'est génial parce que c'est vrai qu'en fait, vous avez finalement, à chaque fois, rénové, on va dire, la résidence principale. J'imagine que derrière, potentiellement, il y a peut-être une plus-value aussi qui a été, générée parce que c'est aussi l'avantage, on va dire, des travaux, hein. C'est non seulement, source de confort et puis, de plaisir pour, nous-mêmes parce qu'on y vit, mais aussi parce que derrière, finalement, quand on revend, ça permet aussi, c'est sûr, d'empocher une c'est un plus-value. bon bonus. D'accomplissement personnel aussi quand même, de faire quelque chose de ses mains, c'est quand même très chouette aussi. Mais c'est sûr que clairement, si on n'avait pas eu ces précédents projets, on n'aurait jamais pu se payer cette maison au bord de l'océan, vue sur l'océan, clairement. Donc c'est grâce effectivement à ces investissements en RP qu'on a pu effectivement faire une plus-value à chaque fois et se permettre l'acquisition de cette dernière maison. Ouais. Ouais, ça permet un peu cet effet, boule de neige, on va dire. Et par rapport justement à cette, maison en Bourgogne, tu parlais de parties techniques que vous avez déléguées, aux artisans. Est-ce qu'il y a eu du structurel? Est-ce qu'il y a eu des sujets, tu vois, vraiment très grosses œuvres, on va dire? Ah oui. Comme on a tout refait, enfin en fait, comme c'était vraiment, comme je te disais, des petites maisons en pierre à coller les unes aux autres, c'était quand même très contraint. Alors même si aujourd'hui, je pense, je referais pas les espaces et les travaux de la même façon, mais malgré tout, à l'époque, on a choisi effectivement d'ouvrir beaucoup, de casser donc beaucoup de porteurs. Et donc, il y avait quand même des vrais enjeux structurels qu'on a délégués, évidemment, parce que pour le coup, on n'avait jamais fait de travaux de cette envergure. Et puis même, quoi qu'il en soit, je conseille toujours de déléguer le structurel, évidemment. Mais oui, voilà, on a beaucoup délégué les travaux très techniques, donc la maçonnerie, le gros œuvre, tout ce qui est échappe. On a aussi délégué la plomberie, on a délégué la terrasse, le Ah oui. ravalement. Ah oui, donc vous avez vraiment Hem, fait beaucoup de choses, ouais, mais effectivement. oui, pour le reste, l'électricité, c'était nous. L'isolation, le placo, puis tous les revêtements, les sanitaires, enfin salle de bain, cuisine, aménagement effectivement et puis après, tout ce qui va bien, la peinture, les sols et voilà et quand on est là, Oui, c'est déjà c'est déjà très bien. c'est déjà très bien et c'est vrai que donc vous aviez déjà un petit peu des connaissances, des compétences acquises avec, la première résidence, principale. Mais, de base, c'est vrai que tu étais pas forcément dans le bâtiment, donc vous avez appris quoi? Avec des tutos, Hem Je réfléchis en même temps. Pour l'électricité, clairement, alors c'est pas du tout ma partie. Mais enfin, quoique, avec cette dernière rénovation, là, la troisième, j'ai mis la main à la pâte, hein. J'ai quand même passé des gaines et tout. J'ai Mmh. compris un peu comment l'électricité fonctionnait, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des vraies conversations avec mon électricien, j'adore. Mais voilà, c'est pas ma partie, mais pour le coup, c'est la partie de mon conjoint qui, lui, a en fait, à la base, une formation initiale en électronique Ah. et ce qui lui a permis, en fait, effectivement, de pouvoir se lancer dans l'électricité. Il avait déjà fait des chantiers, d'électricité, en job d'été, tu sais, quand il était ado. Mmh. C'est pas du tout son métier aujourd'hui, mais en tout cas, c'était quand même des connaissances qu'il avait et surtout, en fait, ce qui nous a permis d'avancer et qui nous permet encore souvent d'avancer, c'est mon beau-père qui, avait déjà rénové sa maison, enfin, avait déjà, eu pas mal d'expériences de rénovation, qui était très bon bricoleur et qui clairement nous a sauvé la vie en faisant, 3 heures de route, un week-end sur 2
pour venir nous aider et nous montrer, Waouh. effectivement, nous apprendre. C'est lui qui m'a appris à faire des enduits et des bandes à joints pour le coup, et qui lui est professeur en électrotechnique. Donc pareil, l'électricité, c'était un sujet qu'il maîtrisait très bien. Donc voilà, en plus de savoir bien bricoler de manière générale. Donc c'est grâce à lui en fait, plus que les tutos en tant que tels finalement. Ouais, c'est pas mal d'avoir effectivement un mentor, on va dire, Ouais, c'est ça. avec soi pour nous montrer les bons gestes. Je pense que l'électricité, ça doit faire partie quand même des postes qui font un peu «peur» entre guillemets quand on Oui, fait, de la réno soi-même et au final, de ce que j'ai l'impression, c'est une fois que tu comprends un petit peu la manière dont ça fonctionne, c'est quand même, beaucoup plus simple parce qu'il y a un côté un peu logique. oui, effectivement, c'est très logique. Puis il y a aussi des bouquins qui l'expliquent très bien. Après, je pense qu'il faut quand même vraiment avoir l'envie, hein. Enfin, comme tous les travaux d'ailleurs, hein, faut avoir l'envie, il faut être motivé. À partir du moment où on a la motivation, rien n'est impossible. Mais bon, on touche quand même à quelque chose de technique et de sécuritaire. Donc, c'est vrai que c'est des travaux, moi, je conseille de se lancer dedans quand vraiment on le sent. Enfin, soit Mmh. parce qu'on a des connaissances un peu de base, soit vraiment parce qu'on a envie d'apprendre. C'est pas comme effectivement se lancer dans des rails et du placo où là, bon, c'est plus comme du Lego, voilà, faut y aller quoi. Mais il y a rien de fondamentalement technique ou effectivement dangereux. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais, c'est vrai que le côté finalement où tu as pu toucher un peu à tout, c'est ça aussi qui te permet de pouvoir, en discuter comme tu le disais avec les artisans Ah oui. et c'est vrai que c'est super utile de ce point de vue-là. Mmh. Moi j'avoue que comme je le disais, hein, je sais pas faire, beaucoup de choses, pour l'instant en tout cas en rénovation. Mais, c'est vrai que le fait de savoir, faire ou d'avoir touché un peu à tout, ça te permet de fluidifier, on va dire, les dialogues que tu peux avoir avec, les différents corps de métier C'est aussi. ça. Et puis même quand on n'a pas forcément touché, mais quand on est quand même sur le chantier, il y a plein de choses que j'ai pas faites, mais que j'ai vu faire au quotidien du coup, que ce soit par mon conjoint ou mon beau-père, parce que c'était eux qui étaient sur le sujet. Voilà, on avait enfin de toute façon sur les chantiers, il y a toujours, tu toujours des préçu des, Mmh. enfin des destinés, j'ai envie de dire. Il y a des prédestinations, voilà plutôt, à certains travaux et puis après on a des rôles et donc on maîtrise un truc, donc on va jusqu'au bout et on devient le chef de la partie en question. Mais il n'empêche que ben, tu vois les autres à côté faire et donc effectivement, tu comprends mieux pourquoi, tu comprends les interactions, pourquoi ça nécessite une coordination, attention, enfin pourquoi où sont les points d'attention et ça aide clairement effectivement, dans son projet ou quand on accompagne, les autres après et quand on devient professionnel, c'est sûr que, le suivi de chantier, il y a quelque chose de très théorique, mais en même temps, une fois qu'on quand on dès quand enfin, quand on n'a pas mis les mains dedans, Mmh. c'est quand même ça reste théorique. C'est Ouais, bien bien quand sûr. même à un moment, je trouve, d'avoir, testé Oui. par soi-même, quoi. Bah, oui, c'est sûr et alors toi qui as fait tellement de bandes, justement tu disais bandes et enduits, est-ce que tu as un petit peu, tu vois, des astuces à nous partager sur le sujet? Parce que tu en as tellement fait, j'imagine que tu maîtrises, ces sujets-là? Bah, écoute, alors pour le coup, moi j'ai regardé pas mal de tutos, il y a quand même pas mal de chaînes YouTube où tu peux trouver des Mmh. trucs, des astuces. Hem Et puis, tu vois, les bandes, ça commence à remonter. Moi, je crois qu'un truc que j'aimais bien faire, surtout, c'était, sur les angles, je sais plus, je crois que je passais mes bandes dans l'eau avant parce que sinon ça cloquait. Enfin, il y avait un truc comme ça. Mais Mmh. bon, tu vois, OK. je m'en souviens plus très bien, pour le coup. Après, quelque part aussi, moi, je l'ai fait un peu à l'ancienne. Mmh. Tu vois, c'était 2017-2018 et entre-temps, il y a eu quand même des grosses innovations, notamment sur, les spatules avec, bon, je vais citer une marque, du coup, l'outil Parfait, là, qui a créé la Parfaite Lisse Mmh. et pour le coup, qui a quand même vraiment facilité le geste et donc encore une fois, bien s'entourer, mais c'est aussi, bien s'équiper. C'est quand même vraiment toujours plus facile quand on a les bons outils. Puis ça, en réno, c'est quand même indispensable. Avoir les bons outils, on s'en rend compte, très rapidement, mais ça vaut le coup. Enfin, ça vaut pour, n'importe quel, domaine. Tu vois, j'ai fait beaucoup de pâtisserie, c'est pareil, il faut bien s'équiper pour, heu, pour avancer, sereinement et faire du bon travail, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que je pense que ça, c'est aussi, une des clés à retenir en rénovation, bien s'entourer, bien s'équiper et comme tu disais, c'est vrai que dans le temps, les outils et les techniques évoluent, donc c'est bien de se tenir à la page Mmh. et c'est vrai que
ça aide, hein, forcément d'avoir, voilà un coup de main de la famille, des amis, mais quand ils ont des références peut-être un peu lointaines dans le passé, c'est intéressant aussi, voilà, de poser des questions aux experts techniques. Il y a plein de marques qui ont des experts techniques à disposition, Mmh. à qui on peut poser des questions et au moins se tenir à la page, voilà, pour partir dans la bonne direction. C'est vrai. Bah, mon beau-père, tu vois, justement, sur le chantier, il avait une expression que j'aime bien enfin, faire revenir comme ça et qui est très parlante. Il nous disait toujours: «Le pingre paye toujours 2 fois» et sur le chantier, c'est tellement vrai. Et pourtant, quand tu vas dans les magasins de bricolage, avec tous ces allers-retours que tu fais dans les magasins de bricolage, parce que clairement, tu connais les rayons par cœur au bout du compte, tu as toujours envie de prendre la boîte de vis qui est moins chère, la scie, enfin tu sais les petits tout ce qui est, consommable en fait et que tu achètes sans cesse. Mais en fait, tu te rends vite compte qu'effectivement, si tu prends pas des matériaux de qualité, en fait, bah, tu reviens au magasin parce que finalement, ça fonctionne pas. Et oui, c'est sûr. Et tu vois, j'aurais pas pensé effectivement aux vis, par exemple, que même les vis pouvaient avoir un Ah impact. bah si, mais si, clairement. Les vis à placo, par exemple, alors surtout pas prendre le premier prix. Ah bah Ah oui, si. ouais, ouais, oui, je sens qu'il y a un petit peu du vécu. Ah oui, oui, non, mais clairement, clairement. Mais pour tout, hein, les vis, les chevilles, enfin ouais, non, et tout. Faut pas prendre le premier prix. Il vaut mieux prendre de la qualité. Et donc souvent, c'est de la marque, effectivement. Ah oui, parce que ça ne tenait pas, en fait, c'est ça? C'était le Ouais, ou c'est les pas de vis aussi qui sont pas, je sais pas, pas bien moulé ou pas ouais, bien. ça fonctionne pas bien ou t'as le ça rentre pas comme il faut dans Mmh. le matériau, enfin, une vis à placo, faut qu'elle puisse vraiment transpercer ton rail surtout Mmh mh. et en fait, si c'est pas de la bonne qualité, bah, tu beau essayer de percer, Ça voilà. marche pas. Alors qu'une qui est de bonne qualité, direct, ça rentre comme dans du beurre, quoi, donc Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est des détails qui sont très importants mmh. parce que tu vois, moi, je pensais tout de suite aux matériaux, mais classiques, type la peinture, parce que c'est pareil, bon, une peinture de mauvaise qualité, voilà, Bah, le voilà, le tu résultat l'enduit sera qui pas vient là. avec en Ouais, c'est général. ça. Ouais. Et c'est vrai qu'après, voilà, même, les tout petits consommables, Mmh. effectivement, il faut faire attention à la qualité. Bah, c'est une très bonne remarque, je trouve, parce que, tu vois, j'y aurais pas forcément pensé et au final, ouais, c'est important de pas, léser là-dessus, on va dire. Ouais. Bah, disons qu'on fait l'erreur une fois et puis après on se rend Pas compte de que voilà, c'est ça. Et donc par rapport, justement, alors je pense que ça, c'était vraiment effectivement la maison en Bourgogne, le plus gros chantier que vous ayez eu. Hem, Est-ce qu'il y a, finalement, des enseignements un peu majeurs que tu as tirés, de ce chantier-là? Bah, écoute, clairement, j'ai parlé de la marge, mais oui, heureusement qu'on a eu la marge parce qu'au bout du compte, on a dû refaire notre toiture, c'était pas du tout prévu. Donc heureusement qu'on avait cette marge, elle a été, aspirée, d'un seul coup, tu vois? Clairement. Hem Parce que la toiture, c'est vrai que ça coûte cher en plus, hein. Ça va Ah très vite. bah, oui, bah, tout de suite, c'est un billet de 20-25 000. Enfin, de toute façon, ça dépend des toitures évidemment, Oui. mais pour nous, c'était un gros billet de 20-25 000 à l'époque. Puis c'était avant le Covid, hein, donc entre-temps, voilà. Mais je dirais aussi, oui, bah, écoute, un peu dans la réflexion, je parlais bon, il y a la vision globale, je trouve bien prendre le temps d'avoir une vision globale pour penser ces espaces et comment on a envie de se sentir dans ces espaces et pas se précipiter, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais sinon, je pense aussi que ce que je dirais enfin, ce qui ce quand je te disais, je ferais peut-être les choses autrement aujourd'hui, et je fais en fait, non, c'est même pas je ferais peut-être, c'est je fais les choses autrement aujourd'hui dans cette nouvelle réno. Hem, j'ai essayé de penser beaucoup plus avec l'existant, en fait, parce qu'effectivement, quand tu connais pas, pareil, tu te lances sans trop savoir. Tu sais pas combien ça coûte, tu tu te projettes. Les artisans, c'est les premiers à vouloir tout péter. Ah ouais, c'est sûr. Tu rentres, voilà, tu veux tout casser, tu veux tout ouvrir, tu veux tout changer, bon. Sauf qu'en fait, dès que tu casses le moindre morceau de quelque chose, ben, c'est fois 10 sur ton budget. Parce qu'effectivement, démolir en tant que tel, ça coûte rien, quasi, parce qu'en plus, tu peux le faire toi-même. Mais par contre, quand il s'agit, ben, de reconstruire dessus, ben, là, pour le coup, ça va probablement impacter tous les corps d'état de ton chantier et donc c'est énormément de dépenses. Donc effectivement, moi, j'ai regretté d'avoir trop cassé et aujourd'hui, et que ce soit même dans mes projets clients, j'essayais quand même davantage de réfléchir avec l'existant parce que, finalement, je me suis rendu compte aussi qu'il y a jamais qu'une seule façon de faire. Il y a toujours plein de scénarios possibles d'aménagement
Et une fois que tu as bien identifié justement tes usages, tes besoins, tes habitudes, il y a toujours plusieurs réponses. Tu pas forcément toujours besoin de casser. Donc, j'invite vraiment à réfléchir à ça. Enfin, c'est un enseignement que j'ai vraiment réfléchi de cette réno et que je projette dans cette nouvelle réno où on a quasiment presque pas cassé. Où vraiment l'idée, c'est de faire en sorte de s'accommoder de l'existant pour faire en sorte que ça s'adapte à notre façon de vivre et donc en ce sens, ça limite aussi les travaux et donc le budget. Ouais, je trouve que c'est, hyper intéressant parce que, c'est une vision des choses différente. C'est vrai qu'on a tendance, comme tu le disais, les artisans à dire: «Bon voilà, on démolit tout» et puis même nous, parfois, en fait, on se projette beaucoup, tu vois? On imagine tout de suite quelque chose et donc on se dit: «Bah, on va péter telle et telle cloison» et Mmh. cetera. Et c'est une autre manière de voir les choses, je trouve, de se dire: «Je vais effectivement, partir de l'existant et essayer de réimaginer quand même les espaces au final, sans pour autant déplacer les cloisons ou les murs porteurs». Et c'est vrai que ouais, effectivement, dès qu'on casse un mur porteur, voilà, il faut penser au côté structurel, faire des calculs, potentiellement rajouter des poteaux, des choses comme ça et tout de suite. Puis t'es pas à l'abri effectivement de faire des modifications électriques, sans parler, du sol, dans lequel tu vas avoir un énorme trou, enfin tu vois? Le placo qu'il va falloir refaire tout autour, pour faire propre. Enfin voilà, il y a vraiment énormément ça entraîne énormément de travaux et puis là, on parle juste d'un mur, porteur, mais si tu commences aussi à imaginer, déplacer une pièce technique, ben là, on est encore sur un next step du niveau de travaux, effectivement. Et oui, on pense au WC par exemple. Ah bah oui, WC, clairement, on est sur des problèmes d'évacuation, hein, parce Et que oui. passer, un tuyau de 10, 12, ça c'est pas possible partout. Mais même, juste une cuisine, hein, des fois, c'est vrai que ça coûte très cher d'aller déplacer une cuisine. Ouais, on s'en rend pas forcément compte effectivement, mais c'est vrai qu'il y a pas forcément besoin au final de tout démolir pour, tout, refaire et rénover et en tout cas quand on veut aborder une approche plus économique, c'est vrai que Et plus écologique. et plus écologique Parce qu'on aussi. est quand même en 2026 et effectivement, casser des matériaux existants pour aller, prendre les ressources et mettre des matériaux neufs, aujourd'hui, est-ce que c'est quand même vraiment une chose à faire? Enfin, probablement, il y Mmh. a plein de projets qui le justifient et il faut le faire. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi avoir cette façon de lire les projets et de se poser les bonnes questions avant de tout casser sans se poser, de questions. Enfin voilà, imaginez, il y a pas une autre façon de faire? Est-ce qu'on peut a aboutir au même résultat d'usage sans avoir à faire autant de travaux? C'est vrai que ça fait du bien au porte-monnaie, mais c'est la planète qui nous dit merci. Aussi, ouais, effectivement et je pense qu'il y a aussi, cet aspect de se dire, parfois le bâtiment alors en fonction de l'ancienneté, potentiellement il y a des murs qui sont devenus porteurs avec le temps Mmh, et tout on à fait. l'identifie pas forcément en tant que tel tout de suite, Mmh, mais plus une fois qu'on l'a démoli et qu'on se rend compte qu'il y a un déséquilibre dans la structure et voilà, c'est ça. C'est ça là que les peut fissures apparaissent ouais et ça peut être, effectivement très coûteux. Donc c'est vrai que, prendre en compte, son environnement finalement dans la rénovation, c'est un vrai sujet à ne pas, minimiser à vrai dire, mmh. on peut le dire comme ça. Et alors par rapport à toutes les rénovations que tu as pu accompagner, alors plus, du côté, client au final, parce que c'est surtout des particuliers que tu accompagnais en archi d'intérieur ou il y avait aussi des pros, Hem, j'ai accompagné quasi uniquement des particuliers ou quand il s'agissait de pros, c'était quand même des projets qui peuvent s'apparenter à du particulier parce que c'était plus pour des gîtes ou des chambres d'hôtes. Donc en soi, dans la conception, on pense les espaces un peu de la même façon. Mais donc oui, c'était quand même principalement de la résidence principale ou résidence secondaire. et alors par rapport à ça, il y avait peut-être des erreurs un peu communes. Alors je reviens sur ce côté erreur, mais parce que je sais que souvent, voilà, on peut s'identifier à ça au niveau des auditeurs et c'est toujours des apprentissages aussi de se dire, bah, tu vois, est-ce que tu avais
des clients particuliers qui commettaient un peu toujours la même erreur? Alors ça peut être au niveau de l'aménagement ou ça peut être, au niveau du suivi de chantier. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête? Bah, écoute, que ce soit les clients, que ce soit les invités podcast, je pense que tous peuvent dire qu'ils ont tous minimisé et le budget et le temps et la charge mentale La charge et mentale. ouais, la fatigue décisionnelle que ça représente. C'est vrai que rénover, c'est quand même, 10 décisions par jour, 1000 décisions, 10 000 décisions par projet, je sais pas. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez, prenant et clairement, la fatigue et que ça peut générer, c'est quelque chose qui est vraiment minimisé. Je dirais aussi que, l'impact, juste un peu de la même façon, mais l'impact que ça peut avoir sur le couple ou sur l'humain, qu'on est en tant que tel, dans le sens où une réno, elle est autant technique qu'humaine et émotionnelle. Enfin, il faut vraiment s'attendre à être chamboulé par un projet de réno. Il y a quand même pas un projet de réno qui, en général, nous laisse intacts. Et ça, c'est pareil. C'est pas que c'est une erreur, mais c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas tant qu'on l'a pas vécu. On peut pas effectivement se rendre compte du stress que ça peut générer Ouais. et comment ça va impacter son quotidien, effectivement. Ouais, c'est vrai que je pense que globalement, on a toujours tendance à sous-estimer toute cette partie-là parce qu'on ne connaît pas au final, Mmh. tant qu'on n'y a pas été confronté. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté finalement où, pendant qu'on vit le chantier, on est sous pression, sous stress, c'est de la fatigue. On se dit parfois: «Plus jamais». Je C'est pense qu'on se on on se se l'est on se tous le dit. dit un peu à chaque fois, puis après on recommence parce que quand même C'est ça! c'est Parce qu'on a tendance à oublier, je pense, tu vois? On finit un chantier et Mmh. puis quelques temps après, on se dit: «Bah, finalement, est-ce qu'on en referait pas un?» Parce C'est que ça. Ouais, mais parce qu'il y a aussi tellement de bons côtés. bah, oui, c'est ça, limite, ça nous manquerait un peu, tu vois? C'est ça, exactement. Et donc en termes d'aménagement, parce que je sais que c'est un côté aussi, forcément que tu mets beaucoup en Ouais. avant sur le podcast, parce que bon, le côté architecte d'intérieur, c'est ça aussi Mmh. finalement, hein, c'est d'imaginer les espaces et de les optimiser. Par rapport à tout ce qui est, par exemple, salle de bain, tu vois? Vu que c'est un poste quand même, je pense, assez, coûteux au final dans une rénovation, tu as un peu des recommandations, d'assemblage, au niveau par exemple des matériaux pour en faire une pièce, tu vois, un peu maîtresse, mais tout en maîtrisant ses coûts et sans exploser le budget? Bah, si je me positionne du coup en tant qu'investisseur, parce qu'effectivement la réflexion n'est pas la même quand on Mmh. rénove pour soi ou quand on rénove pour les autres. Hem, L'idée à mon sens, c'est quand même de faire quelque chose qui va plaire au plus grand nombre. Puisque naturellement on va soit revendre, soit, avoir un locataire ou de multiples locataires, je ne sais pas, mais en tout cas l'idée c'est quand même de plaire. Donc moi j'aurais tendance plutôt à privilégier effectivement, quelque chose qui va plaire au plus grand nombre et qui soit plutôt intemporel, qui va effectivement, passer traverser les âges comme ça et donc pas trop se laisser non plus influencer par les tendances du moment parce qu'on sait que ça se démode très vite. Hem Donc effectivement, moi, pour ça, la salle de bain, ça doit rester un espace cocon, un espace, zen, quelque chose de très accueillant, d'enveloppant. Donc on aime bien associer effectivement les tons clairs et lumineux pour avoir l'impression d'y voir quelque chose quand même, surtout quand, c'est une pièce aveugle. Donc plutôt dans les blancs chauds ou les beiges et puis ça se marie forcément très bien avec le bois, pour apporter un peu de chaleur et apporter, ce côté un peu, spa, de Mmh. façon assez, simple et efficace, j'ai envie de dire. Après, pour ce qui est des économies qu'on peut faire dans une salle de bain, moi je trouve qu'il y a quand même, l'arnaque du siècle se trouve dans la salle de bain. Les meubles de salle de bain, Mmh. parce qu'en plus les meubles de salle de bain, ben, faut pas prendre du cheap sinon c'est clair que, bah, tu remplaces au bout de 2 ans, hein, parce que Bien ça sûr. c'est brinque-ballant, tout ce qu'on veut. Donc si tu veux un bon meuble de salle de bain, faut mettre le paquet en termes de budget et souvent c'est quand même vraiment très cher. Donc c'est vrai que moi je trouve ça horripilant en fait, à quel point c'est cher un meuble de salle de bain. Souvent, moi, je préfère créer un meuble maçonné, tu vois, avec du béton cellulaire qu'on Mmh. recouvre d'une jolie faïence et puis sur laquelle tu viens poser une vasque, en céramique. Ça fait un effet,
esthétiquement, c'est très beau, ça coûte beaucoup moins cher et puis dans le temps, c'est solide, donc ça dure. Ah oui, OK, effectivement, c'est vrai que ça peut être hyper joli et tu vois, j'aurais pas forcément pensé que c'était moins cher. Alors parce que je l'ai jamais fait, hein, personnellement, mais je trouve que autant partir sur une idée, beaucoup plus originale et créative comme ça, plutôt que de payer un meuble, des centaines et des centaines d'euros. Parce que c'est vrai que ça peut monter très, très vite. Ben, ça se compte même en milliers d'euros parfois, hein, donc c'est Ouais. vrai que Bah oui. ah oui, oui, un bon meuble de salle de bain, hein, tu dépasses le millier d'euros, Ouais. ça c'est sûr. Mais après, pareil en termes de budget, ça dépend si c'est toi qui fais ou si tu fais faire, hein. Mmh mh. Toujours, ça coûte forcément plus cher de le faire faire par un artisan que si c'est toi qui fais le meuble en question, nécessairement. Mais dans l'ensemble, oui, ça peut coûter vraiment moins cher. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est, le point au final, sur lequel on peut jouer et après bon bien sûr, voilà, comme on disait tout à l'heure, ne partez pas sur, des comment dire? Des matériaux et des carrelages, à un prix vraiment trop faible, sous peine, effectivement d'avoir des surprises derrière, même peut-être, au niveau tout simplement de la pose, hein, du carrelage, qui se Mmh. désagrège, qui se fissure, qui se casse et cetera, ça existe aussi. Donc Bah, sur les carrelages, tu vois, j'aurais comme petite astuce, j'aurais envie de dire, pour aller sur un bon carrelage, pas non plus trop onéreux, de ne pas privilégier ni le format trop petit, mosaïque, mmh. ni le XXL. Parce que les 2, ça coûte plus cher en fourniture et ça coûte plus cher en pose, 2-3 fois plus cher en pose. Donc naturellement, si tu veux faire des économies dans la salle de bain, il vaut mieux choisir un format relativement standard, qui va bien. Ouais, c'est ça, intermédiaire au final. Ouais, c'est ça. Il Et y a puis aussi, tu peux même tu vois, même dans l'idée d'harmoniser, moi, j'aime bien faire ça aussi, c'est plus simple, c'est plus simple à penser, mais c'est aussi ça va te faire des économies quand tu vas prendre une même référence et que tu vas aller la décliner dans plusieurs espaces. Par exemple, effectivement, la crédence d'une cuisine et l'intérieur d'une douche. Ça permet effectivement d'avoir une seule commande, les frais de livraison qui arrivent qu'une fois, les 10 de pertes que tu ne comptes qu'une seule fois. Enfin, il y a plein d'endroits où effectivement ça va faire une sorte d'économie d'échelle et le fait de minimiser le nombre de références que tu as sur ton chantier, ça te coûtera moins cher au bout du compte. et oui, c'est vrai que c'est une sacrée astuce à laquelle je n'avais jamais pensé, tu vois? C'est marrant, hein, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, je pense, voilà, je mets, telle ambiance dans la cuisine, telle ambiance dans la salle de bain. Tu sais, tu Ah oui, sépares un peu. oui, mais justement, d'où la vision globale. Mmh, Il faut vraiment voir son projet, en tout cas vraiment quand c'est pour soi et quand on veut l'habiter pour soi, ou soit sa famille, y construire ses souvenirs, voir grandir ses enfants, voilà, ça n'a quand même pas la même, saveur si on peut dire et pour ça, il faut vraiment le penser de manière globale et pas comme une succession de pièces indépendantes. Effectivement, c'est comme ça qu'on crée l'harmonie et ce sentiment d'apaisement. C'est aussi parce que les espaces se répondent mmh. finalement. Tu crées un fil conducteur, un fil rouge entre les espaces et c'est pour ça que c'est agréable Et oui et en plus, ça permet de faire des économies d'échelle et en et plus, ça ça permet de faire des économies effectivement. et ouais, c'est vrai, cette jonction entre finalement la crédence de la cuisine et de la salle de bain, je trouve que c'est un super moyen de faire des économies donc merci pour cette astuce Avec plaisir. qui, je pense, parlera aussi au plus grand nombre. Et alors justement, question cuisine, hem, y a-t-il des matériaux que tu préconises et d'autres que vraiment Ouais, tu alors écoute, déconseilles? sur la cuisine, pareil, si on se place du point de vue de l'investisseur qui veut, faire un entretien le moins possible, le moins régulièrement possible, hein. On n'a pas envie d'être appelé, tous les 4 matins par son locataire, parce qu'il faut remplacer ou parce que c'est abîmé. Donc effectivement, il faut penser des choix durables qui s'entretiennent facilement et donc, pour le coup, c'est ne pas forcément faire le choix du 1er prix. Clairement, il y a certaines choses sur lesquelles il vaut mieux mettre la qualité parce que ça assure effectivement une durabilité, dans le temps. Notamment, je pense dans la cuisine en tout cas, je vais principalement penser, à la robinetterie déjà, mais ça va aussi sur la salle de bain. La robinetterie, clairement, on lésine pas sur la qualité et surtout avec des locataires parce que là, on est sûr qu'effectivement, tous les 2 ans, on change. Mais aussi pour la cuisine, le plan de travail. C'est ce qui est le plus sollicité, contrairement aux façades où là, on peut avoir plus de liberté. Le plan de travail, pour moi, il faut vraiment que ce soit quelque chose de solide qui va pas s'abîmer facilement, qui va pas se rayer. Donc
quoi qu'il en soit, pour tout le monde, moi, j'exècre les plans de travail en stratifié, aussi parce que c'est du plastique et que notamment, c'est pas très bon pour la planète ou quoi qu'on en dise. Je vais plutôt effectivement aller chercher des matériaux, enfin, durables et quand même pas luxueux. Donc on va oublier le siltstone, le marbre, la jolie pierre, le Decton, qui sont magnifiques. Mais si on est là pour investir, pour ne pas utiliser ce plan de travail, c'est dommage. Moi, j'aime bien regarder du côté du granit quand même, parce que le granit, les plans de travail en granit, c'est souvent vu comme quelque chose d'ultra vieillot. Et en fait, il y a des plans de travail en granit qui sont très sympas, notamment qui sont un peu très, très noirs et qui, pour le coup, sont pas si chers. Parce que le granit, c'est quand même, dans le catalogue de pierres naturelles, c'est quand même la pierre qui est quand même la moins onéreuse, en principe, de base, et qui est très dure. Donc, effectivement, très solide. Donc, le granit, moi, j'aime bien. Surtout que maintenant, on a quand même des façons de polir les plans de travail en pierre. Il y a de multiples finitions possibles, donc il y a forcément quelque chose qui va nous convenir. J'aime bien aussi, pareil, reproduire un peu le plan. On parlait du meuble vasque carrelé. Moi, j'adore les plans de travail carrelés. Par contre, là, il faut un grès cérame. Il faut faire attention à ne pas prendre une faïence en pâte blanche ou en céramique parce que c'est trop fragile. Il faut vraiment un grès cérame. Et du coup, tu peux effectivement recouvrir un panneau en médium de carreaux. Ça fait très bien l'affaire, c'est super chouette. En plus, du coup, là, tu as en principe beaucoup de possibilités, beaucoup de choix possibles à partir du moment où on est en grès cérame. Et puis, on peut jouer sur la couleur des joints, etc. C'est sympa. Ou alors aussi, moi, j'aime bien regarder du côté de l'inox parce que l'inox, c'est pas si cher. Et pour le coup, c'est un matériau qui s'entretient très facilement, qui est quand même un peu plus fragile que les autres, qui peut se rayer, mais qui va plus. Même si c'est un peu rayé, ça va se patiner en fait avec le temps. Et donc du coup, ça vieillit bien quand même dans l'ensemble. Ah oui, alors c'est vrai que l'inox, j'ai tendance à associer ça beaucoup aux cuisines pro. On est d'accord. Ça. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'elles sont utilisées dans les cuisines pro. Bon, non seulement aussi parce que c'est très hygiénique, mais parce que du coup, ça s'entretient extrêmement bien, c'est solide, ça dure dans le temps. Ah ouais, c'est vrai que pareil, je pense que c'est un peu une fausse croyance. Tu sais, tu l'associes à quelque chose et donc du coup, tu te dis pas qu'on pourrait le mettre dans une cuisine de particulier, entre guillemets. Ah, mais c'est très chouette en même temps, associé à des façades en bois, c'est magnifique. Ah ouais. Ouais, ça donne beaucoup à réfléchir, je trouve. Et pour revenir au granit, effectivement, nous, c'est ce qu'on a chez nous. Parce que de base, en fait, on était parti sur un autre type de plan de travail, mais le cuisiniste s'est planté plusieurs fois. Et donc, pour compenser, finalement, il a fini par nous offrir le plan de travail en granit, tu vois. Ah oui, carrément. D'accord, il s'est bien planté quand même. Bien planté, ouais. Et donc, c'est vrai que du coup, bon, on l'a eu, on va dire, entre guillemets, pas vraiment gratuitement, mais avec une belle remise. Ouais. Et c'est vrai que c'est très pratique. Moi, j'adore et je trouve ça très, très joli. Donc, c'est vrai que c'est une bonne option aussi. Merci pour tous ces partages sur les matériaux. Et alors, en termes d'aménagement et d'optimisation espace, parce que je sais que c'est aussi un de tes sujets, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le disait, on a tendance à démolir beaucoup de cloisons, donc à ouvrir la cuisine sur le salon. Ah oui, c'est sûr. Et alors, j'ai fait un épisode d'ailleurs sur le sujet. Cuisine ouverte ou cuisine fermée? Tout à fait. Et j'explique pourquoi j'ai choisi la cuisine fermée dans mon dernier projet. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais venir justement sur ce sujet-là, parce que je sais que tu vas plutôt, alors entre guillemets, à contre-courant, si je puis dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de cuisine ouverte. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je sais qu'il y a l'épisode complet sur le sujet, mais peut-être, tu vois, en quelques minutes, pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors, c'est quand même très lié à notre mode de vie. On en revient toujours à la même chose. Bien savoir comment on habite les espaces, qui on est et quelles sont nos habitudes, ce qu'on a envie de vivre dans sa maison. Nous, en fait, on s'est rendu compte, au bout de toutes ces années de cohabitation, qu'on n'avait pas les mêmes rythmes, notamment le matin. Mon compagnon, il est très, très lève-tôt. Pour le coup, moi, je suis plutôt une grosse dormeuse. Donc, il aime pouvoir se lever à 5h du matin s'il le souhaite et commencer sa journée d'une part, et puis nos enfants sont comme lui, donc naturellement très tôt le matin il y a beaucoup de bruit, il y avait quand même vraiment cette question des rythmes et du bruit,
Et dans une cuisine ouverte, même pas, enfin une cuisine ouverte, une pièce à vivre ouverte, naturellement, les bruits sont transmis beaucoup plus que dans une cuisine fermée. Donc c'est ce qui a vraiment conforté effectivement notre réflexion sur le sujet. Et puis de manière générale, sur les pièces à vivre ouvertes vis-à-vis de la cuisine, tu vois, moi, je trouve que les pièces à vivre ouvertes, ou en tout cas trop ouvertes, c'est sympa une cuisine ouverte pour la convivialité, quand tu as des invités, ou même quand tu es en famille, hein, c'est quand même très sympa, on est d'accord. Mais c'est aussi extrêmement difficile à meubler, et également quand tu as des contraintes de rangement. Une cuisine ouverte, probablement, tu te prives d'un mur, à minima, si c'est pas deux, donc du rangement en moins. Faut avoir éventuellement une buanderie, une arrière-cuisine, quelque chose qui va bien, c'est pas toujours possible. Et puis aussi, ça crée, c'est difficile à meubler de manière générale dans la pièce à vivre, mais ça crée aussi du coup beaucoup de place perdue, en fait, finalement. Quand une pièce à vivre est très ouverte, tu as beaucoup d'espace dédié à la circulation, à la respiration, et ça crée de l'espace perdu réellement, ou au moins le brouillard visuel de l'espace perdu. Et moi, souvent, ça, c'était une erreur client qu'on voit souvent quand on appelle un professionnel. C'est parce que on se sent pas bien dans son salon, on sait pas pourquoi, mais en fait, c'est normal. C'est que c'est tellement ouvert, il y a tellement pas d'identification des fonctions que finalement, ça crée ce brouillard perpétuel dans ton espace, là où tu vis. Et donc moi, effectivement, je conseille toujours de réellement attribuer visuellement une fonction à chaque espace, de matérialiser les fonctionnalités. Donc effectivement, avec un tapis qu'on met sous l'espace salon naturellement, mais aussi pourquoi pas sous l'espace salle à manger, avec des luminaires verticaux qui vont venir comme ça visuellement ancrer un espace, donc avec de la suspension. Mais aussi, j'adore quand quand on a une hauteur sous plafond qui le permet, créer une estrade pour aller mettre une des fonctions, que ce soit le salon ou la salle à manger, sur l'estrade. Et naturellement, ça va délimiter un espace dans l'espace. Tu vois, ou moi j'aime moins le faire, mais aussi faire un faux plafond, ça fonctionne aussi. Mais il faut vraiment avoir un plafond très, très haut, parce que pour le coup, on aime quand même, c'est la hauteur sous plafond qui donne cette respiration, ce sentiment d'espace, et je trouve ça quand même dommage d'aller le rabaisser avec un faux plafond pour matérialiser. Je préfère effectivement mettre une estrade pour pas avoir ce sentiment d'étouffement qui vient par le haut, quoi. Ou par exemple, différencier aussi les sols, ça peut être... Oui, alors quand je disais tapis, parce que c'est Oui. ce qui peut coûter le moins cher, hein, finalement, C'est c'est vrai. d'acheter un tapis et d'avoir un sol uniforme. Mais on peut aussi effectivement différencier les sols selon les espaces. Ça permet effectivement d'identifier, de créer des différents espaces dans le même espace, on est d'accord. Et le côté, effectivement, brouillard visuel, ou en tout cas, place, espace perdu, c'est vrai que quand on aménage des apparts, moi je l'ai un peu ressenti parce que bon, j'ai tendance à le faire finalement avec les différents apparts d'avoir les salons et cuisines, ouvertes. Mais c'est vrai qu'en termes d'ameublement, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il nous manque des pans de mur, donc tu sais pas, où mettre par exemple ton espace, salon avec, potentiellement une télévision Ah ou quoi. clairement. Et c'est vrai que du coup, se pose la question de se dire à un moment donné, c'est bien d'avoir des murs aussi au final C'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est important, hein. sur lesquels se reposer. Ouais. Ah sinon c'est difficile à vivre en fait au bout du compte. Et Parce oui. qu'effectivement, tu manques de rangement, tu manques d'espace fonctionnalisé. C'est peut-être joli, mais c'est probablement trop minimaliste, ou alors il faut vraiment avoir un mode de vie minimaliste qui va avec. Mais sinon, ça peut faire très aseptisé, quoi. Et oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'en location saisonnière, moi, ça va parce que du coup, c'est souvent des voyageurs qui restent, tu vois, quelques nuits. Mais quand on imagine un espace pour vraiment des voyageurs ou des locataires, par exemple, longue durée, pour une résidence principale, il faut pas oublier la partie, comme tu disais, espace de rangement, placard, parce que Mmh. quand on vit au quotidien, on n'a pas envie de vivre dans un bordel perpétuel, entre guillemets. C'est sûr. Et alors par rapport à l'aspect finalement décoration, aménagement, tu nous as déjà donné beaucoup d'astuces, mais est-ce que tu aurais peut-être, des petits tips complémentaires, des choses qui permettent de vraiment,
agrémenter, on va dire, un intérieur, de manière décorative, tu vois? Sans pour autant que ça coûte un bras parce que parfois il y a des choses, bon, on voit beaucoup de choses sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui ont l'air très jolies, mais je pense qu'ils sont parfois très coûteuses. Est-ce que tu as d'autres petites astuces comme ça, qu'on peut mettre facilement en place? Bah, écoute, sur la déco, qui coûte pas cher, naturellement, on aura tout de suite, la peinture, le papier peint. Ça, c'est sûr que tout de suite, ça apporte, enfin, le papier peint principalement, ça apporte, du motif, de la texture, donc naturellement, ça apporte du caractère et du charme, enfin, à partir du moment, selon moi, où tu te cantonnes pas simplement à un mur d'accent, mais où tu vas vraiment créer un univers. Donc c'est forcément un peu plus coûteux, mais bon, le papier peint, c'est quand même facile à mettre en œuvre et pas si cher. La peinture, évidemment. Moi, j'adore, rien que passer un plafond en couleur. Parce que là, tout de suite, ça fait un truc original, il y a un petit clin d'œil. On n'ose jamais d'ailleurs le faire, mais le plafond ou la boîte. J'aime aussi créer la boîte de la même couleur, donc les 4 faces, le plafond. Donc c'est des choses à faire avec de la peinture qui coûte pas forcément très cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi en termes de déco? Bah, jouer avec les textures effectivement, comme je disais, papier peint, mais avec des revêtements. Alors ça permet d'amener de la déco, par contre, ce sera quand même toujours plus cher qu'un mur lisse. Mmh. Effectivement, aller poser un parement, poser un lambris, ça amène de la texture et donc de la vie. C'est pas juste associer des couleurs, c'est associer des matières et de la couleur. Et donc, naturellement, c'est plus vivant, ça a plus de caractère, c'est plus complexe et donc plus joli. Ça, c'est aussi quelque chose qui marche bien naturellement avec les textiles, les rideaux, les coussins, les tapis, ça, c'est ce qui fait que c'est chaleureux. Et les motifs aussi, parce que j'ai vu que tu avais publié, récemment Ouais, un épisode sur le côté, les lignes, les rayures, les ouais, rayures, voilà, j'avais plus le mot, c'est les ça. rayures. Comme quoi, les rayures, c'est pas que un motif, effectivement. C'est un motif, mais c'est un motif intemporel parce que les rayures, il y en a toujours eu et dans beaucoup de styles depuis des siècles et des siècles, même j'ai envie de dire. Et puis, au-delà du motif, c'est aussi quelque chose qui structure, qui élance, qui va créer une verticalité, notamment effectivement dans un espace où on aura une hauteur sous plafond un peu limitée. On n'est pas obligé d'aller vraiment créer une rayure. Colorée, mais ça peut être une rayure visuelle créée avec de la texture, un lambris, comme on disait, un lambris peint, enfin sans créer, tu vois, le blanc rouge ou le blanc bleu ou voilà, la vraie rayure. C'est quelque chose qui apporte de la complexité à un espace sans pour autant, aller jouer sur le motif en tant que tel. Oui, et c'est comme ça aussi qu'on peut, finalement donner une impression de plus d'espace, de plus de volume et comme tu le disais, le côté aussi, voilà, respirer finalement et pas se sentir oppressé dans Mmh. une pièce et c'est vrai que voilà, avec les motifs, on peut quand même faire, beaucoup de choses au final, pour, donner du caractère, j'ai envie de dire, à son intérieur. C'est vrai. Et c'est vrai que par rapport du coup, à tout cet aménagement et ces possibilités, vu que tu fais les choses quand même assez différemment, je trouve de ton côté, entre guillemets, c'est vrai, hein, Ouais. par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce que tu dis, tu vois le côté, voilà, on va pas forcément aller dans la démolition tout de suite, on va réutiliser, les espaces existants. Bah, on peut aussi réutiliser l'existant. Moi, je prône effectivement le fait d'aller réutiliser les matériaux qu'on trouve sur son chantier, pas se débarrasser des portes ou des vieilles fenêtres et leur trouver une nouvelle vie, effectivement, en allant créer des placards ou enfin, je te dis n'importe quoi là comme ça, mais utiliser une vieille porte pour effectivement la mettre sur un rail pour une salle de bain qu'on aura créée. Ou enfin, il y a tout un tas de façons de réutiliser les matériaux qu'on pourrait jeter et en fait les réintégrer chez soi. Et puis effectivement, c'est aussi un bon moyen d'économiser, hein, aussi, que d'aller utiliser l'existant ou que d'aller effectivement, sur, les sites de réemploi, de surplus de chantier, pour, aller, acquérir des matériaux de seconde main quoi finalement, et Ah les oui. utiliser sur son chantier. Ça demande un peu d'anticipation et de flexibilité quand même, mais c'est quand même quelque chose, qui se développe et c'est tant mieux, parce que c'est quand même hyper important de nos jours effectivement de penser aussi à sa consommation, bah, de matériaux tout simplement, hein. Oui, de réutiliser. C'est vrai que typiquement, j'ai déjà vu, tu vois, sur des chantiers, voilà, des comment dire?
décorateurs qui réutilisaient par exemple des fenêtres pour en faire des portes, tu sais, de délimitation entre un Une salon et une verrière, salle à manger. tout Voilà, en mode simplement. verrière, Ouais, ouais. effectivement. Ou même des anciens volets en tête de lit. Ouais, par J'ai exemple. déjà Bah vu oui, bah ça. j'en ai un, hein. Ah bah voilà. Je dors avec un volet en tête de lit. Donc ouais. Voilà, et donc c'est vrai que ça permet de réutiliser les matériaux sans pour autant les jeter, parce que c'est dommage de mettre beaucoup de choses à la casse. Et alors par rapport à tout ça, tu parlais beaucoup d'intemporalité et cetera. Hem, Est-ce que parfois ça t'arrive de suivre un peu des tendances ou Ah pas ça, du c'est tout? une bonne question. Je crois que je suis j'ai envie de dire, je suis très mauvaise parce que comme tout le monde, ben, je me fais influencer. C'est quand même extrêmement difficile de nos jours de pas être tenté. Après, effectivement, moi, je milite fortement sur le podcast ou dans mes projets clients ou bah, qui veut bien l'entendre, pour dire que, il faut réussir à s'éloigner des tendances et pas trop à se faire, effectivement, influencer par les tendances, même si, faut vivre avec son temps et c'est extrêmement bien de s'inspirer. Mais c'est là où la limite est difficile aussi parfois à trouver. C'est qu'il faut s'inspirer, aller chercher des idées, et aussi, identifier son propre style, du coup, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, avec quoi on se projette, avec quoi on a envie de vivre. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour justement pas se lasser de son intérieur, et donc pas juste suivre les tendances du moment, sans se poser trop de questions. Moi, j'ai vraiment, effectivement pour envie d'aller, heu ben, créer, oui, voilà, des intérieurs intemporels et dont on ne se lassera pas et qui vont réellement créer des intérieurs uniques qui vont correspondre aux habitants de cette, de ce lieu, qui seront vraiment personnalisés, qui seront vraiment uniques et créatifs et où chacun peut, ben, développer, ses goûts et sa personnalité dans son intérieur pour s'y sentir bien, sentir en sécurité et porté dans son quotidien, ouais. Et oui, parce qu'on se souvient tous, des cuisines rouges, Oh n'est-ce oui, pas? les laqués rouges même. Laquée rouge, et oui, parce que souvent, voilà, dans l'investissement en tout cas, on Oui, retrouve, bah, tiens, on voit beaucoup. voilà, on en retrouve vraiment beaucoup et Ouais. tu te dis toujours: alors faut que je réfléchisse, Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu la mettre au goût du jour, mais sans pour autant tout changer», tu vois? ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est un rouge qui envoie bien et on en retrouve dans beaucoup, beaucoup d'appartements et c'est typiquement ce type de tendance, Mmh. voilà, qui, comment dire? Qui est peut-être en rupture, mais qui, on va dire, sur le long terme, Ouais. finalement, ne convient pas. Bah, surtout ce qui va rester. Effectivement, moi, je trouve qu'on peut suivre les tendances sur les sans trop se poser de questions sur les trucs qui se changent facilement. La couleur de l'année, effectivement, tu peux la peindre chez toi, c'est pas grave si l'année prochaine tu veux changer pour te mettre à la couleur de l'année suivante. C'est que de la peinture. Mais sur les investissements, vraiment durables, donc typiquement la cuisine, la salle de bain, ouais, il faut quand même plutôt, selon moi, penser à des choses intemporelles pour ensuite aller accommoder, autour et suivre les tendances si on veut, ouais. Parce que, par exemple, si on prend l'année 2026, on est au début de l'année, c'est vrai qu'on parle déjà, je pense, un peu de tendance à droite, à gauche, sur tout ce qui est, cuisine et salle de bain. Alors c'est vrai que c'est souvent, 2 éléments, assez présents dans un appartement parce qu'au final, quand on fait de la rénovation, forcément la cuisine et la salle de bain, c'est aussi les premiers éléments auxquels on pense. Hem Pour toi, je ne sais pas s'il y a des choses que tu as déjà décelées un petit peu dans les tendances à venir ou s'il y a pas forcément d'éléments, très marquants? Bah, Hem, écoute, moi, j'aurais envie de dire, c'est quand même la continuité de ce qu'on a pu vivre, ces dernières années ou cette dernière année. On voit clairement que, le bois foncé est revenu, sur le devant de la scène, contrairement, au bois clair, qu'on a pu voir, pendant de multiples années associé au blanc là, le blanc et bois qui était très présent. Maintenant, on est voilà sur quelque chose de beaucoup plus, chargé, on va dire, pour quelque chose de plus authentique aussi. Enfin, bien qu'on était quand même sur des intérieurs assez authentiques, qui se voulaient charmants, pour le côté bohème et effectivement, comme ça un peu balnéaire, alors que là, on est vraiment dans quelque chose de,
d'autres, enfin quand je dis plein de caractère avec le bois foncé, ça fait vraiment penser justement effectivement à ces vieux appartements haussmanniens où on pourrait trouver du bois foncé comme ça, ou ces maisons méditerranéennes où voilà, où le bois foncé est aussi très présent, les poutres. Donc ça, clairement, le bois foncé est clairement dans l'air du temps. Il y a toujours effectivement la continuité sur les couleurs chaudes, enfin naturelles et chaudes, donc le beige, le sable, le lin, les verts un peu kaki, le sauge, l'olive, les marrons. Le marron est quand même quelque chose d'assez récent. Jusque-là, il n'était pas encore revenu tant que ça sur le devant de la scène, mais là, il s'affirme clairement. Le marron un peu chaud, pas le marron de Valérie Damido, tu vois, non, taupe, je sais plus ce qu'elle disait, mais non, un marron un peu chaud, un peu. On est parfois à la limite entre le bordeaux, le terracotta, quelque chose comme ça. Et puis on a toujours le jaune moutarde, mais plus sourd, je dirais, quelque chose de plus grisé, moins tape à l'œil, tu vois. En fait, toutes ces couleurs sourdes, un peu enveloppantes, de manière générale, sont quand même très présentes. Le bleu ciel aussi qui revient ou qui arrive ou qui sort de l'esprit layette petit garçon peut-être, et qui vient s'associer avec des couleurs comme le bordeaux, justement le bleu ciel bordeaux, le bleu et le rose, le bleu et le jaune, qui sont quand même des affirmations très fortes en termes de couleurs, effectivement. Et la couleur est quand même dans l'air du temps, je trouve. Elle s'affirme quand même beaucoup dans les intérieurs, notamment aussi parce qu'on voit quand même de plus en plus de personnes qui osent peindre les plafonds, créer des boîtes avec des couleurs franches comme des couleurs foncées. Voilà, effectivement, un noir, un bleu marine, un kaki ou un bordeaux. C'est pas des choses qu'on voyait trop tant que ça jusque-là. Mais en même temps, on a quand même toujours, malgré tout, ces intérieurs très immaculés de blanc, blanc chaud et lumineux, qui viennent aussi créer un équilibre comme ça, et qui renforcent la couleur de l'année Pantone 2026, qui a choisi le blanc comme la couleur 2026. Ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça vient un peu pas en opposition, mais peut-être que ça temporise. Et bon, après, il en faut de toute façon pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens, en tout cas, oser la couleur. Et peindre les plafonds, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ah, c'est un challenge. Même moi, j'adore. Mais à chaque fois, je me dis toujours, oh, j'ose ou j'ose pas, quoi. Oui. Et pourtant, à chaque fois, j'adore le résultat. Donc, vraiment, il faut y aller. Faut oser. Il faut oser. De toute façon, en rénovation, il faut oser. C'est ça, il faut Il n'y a oser. rien d'irréversible. Tout à fait. Même si parfois on se dit, bon, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps pour revenir en arrière. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut oser et se faire plaisir. Et c'est aussi comme ça finalement qu'on se distingue voilà, de la concurrence ou de ce qu'on peut voir ailleurs. Enfin, que ce soit pour du locatif ou pour une résidence principale, il faut aussi un peu s'amuser. Sur la location saisonnière, mais il y a tout intérêt effectivement à se démarquer de la concurrence. Vu qu'il y en a quand même de plus en plus. Et c'est clairement les plus beaux intérieurs qui attirent le client, j'ai envie de dire. Et oui, c'est clair. Mais c'est vrai que, bon, à voir ce que ça donne en tout cas cette année. C'est vrai qu'on voit toujours ressortir un peu des tendances à droite, à gauche. On les retrouve en fait finalement dans les comptes, je trouve, tu vois, de do it yourself aussi ou d'archi d'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, je pense que ce qu'on va retenir de cet épisode, c'est d'oser et effectivement que chaque rénovation reste unique par rapport à ce qu'on lui donne et ce qu'on a envie d'y faire, tout simplement. C'est ça. Faut que ça corresponde à son projet, et que ce soit son projet de vie ou effectivement ce qu'on a envie d'en faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Alison, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Avec plaisir. Je dirais peut-être la dernière question. C'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Ça a été quoi ta plus grosse galère en travaux, que ce soit pour ton chantier personnel ou pour le chantier d'un client? Alors, sans nul doute, l'éboulement du pignon de ma maison bourguignonne. Oh Clairement, il y a jamais aucune péripétie de la sorte ne m'est arrivée avec un client, et heureusement, parce qu'effectivement là, on est sur des responsabilités bien autres. Mais ouais, sur ma maison, comme je te disais, on a quand même ouvert pas mal de porteurs.
Et on avait un maçon chevronné, hein, pour le coup, qui connaissait très bien, qui avait l'habitude, qui connaissait, les matériaux de construction, les techniques de construction d'époque de ces murs. Donc c'était pas un souci en tant que tel. Et en plus, c'était le dernier mur qu'il ouvrait dans notre maison. Il s'était attaqué à tout l'intérieur avant. Et on voulait donc ouvrir ce pignon pour créer une baie vitrée, pour ensuite créer la terrasse qui donnait sur la vallée avec une vue magnifique. Et donc, il s'attaque à l'ouverture de ce pignon. Et en fait, il se trouve que comme donc c'était une maison en pierre, où les pierres, tu sais, d'époque, sont pas collées en tant que telles. Elles sont simplement posées sur du torchis, un mélange de paille et de terre, peut-être un peu de chaux, je sais pas exactement en quoi c'était fait, mais en tout cas, c'était pas collé. Donc, il retirait les pierres les unes après les autres. Sauf qu'en fait, là, en plein milieu de ce travail, tout d'un coup, c'est, je sais pas moi, un bon quart du mur supérieur qui est tombé. On voyait l'étage du dessus. Et clairement, ça aurait pu être dramatique parce que ça lui est tombé, à lui et son ouvrier, juste à côté, quoi. Et il s'y attendait vraiment pas. Et en fait, il se trouvait que les pierres, le mur avait dû être un peu fragilisé à une époque, et ils avaient comblé les trous avec du plâtre. Donc, au lieu effectivement que les pierres se défassent les unes après les autres, tout est tombé d'un coup. À partir du moment où il a fragilisé un endroit, effectivement, il y a un énorme bout du mur qui s'est décroché. Et clairement, là, je peux dire qu'on n'en menait pas large parce qu'on a cru que la maison allait s'écrouler, clairement. Lui, le temps, il n'était pas, en plus, outillé sur le moment. Il devait avoir 2-3 étais qui traînaient, mais pas ce qu'il fallait pour retenir le mur. Donc, il a fallu faire ça en urgence. On est revenu, nous, il y avait, 12, 15, 20 étais qui tenaient la façade entière. Et clairement, là, tu dis, waouh, mais comment on va faire ? Et ouais. Et encore, heureusement que eux étaient sains et saufs. Heureusement, ouais. Heureusement, mais c'est vrai que c'est le type effectivement d'obstacle et d'imprévu dans un chantier qui fait très peur. Au final, ça s'est bien terminé. Oui. Du coup, il a effectivement réussi à remonter le mur finalement et à le consolider, heureusement. Ouais, et sans que tout s'écroule, mais effectivement, de belles sueurs froides, j'imagine. C'est ça. Mais d'où ce que je disais aussi de vraiment tout ce qui est structurel. Effectivement, faut pas y aller à la légère. Faut vraiment confier ça à des pros. Et oui. Et ouais, c'est important. Ouais, c'est hyper important qu'ils sachent comment réagir et puis rectifier le tir entre guillemets et prendre les bonnes décisions. Parce que là, typiquement, t'aurais été avec un artisan, un maçon peu expérimenté sur le sujet. C'est vrai que ça aurait pu être très problématique. C'est clair. Il aurait pu partir en courant. Oui, aussi. Et alors là, on aurait été dans de beaux draps, on pourrait dire. C'est ça. Ok, une très belle anecdote pour finir cet épisode. C'est ça. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, une fois que tu as vécu ça, les imprévus que tu peux vivre après, tu les prends avec une toute autre mesure, quoi. Avec plus de légèreté, on va dire. Et plus de recul. Ouais, c'est sûr qu'après ça, au final, tout le reste paraît finalement acceptable, on va dire, ou surmontable en tout cas. Exactement. En tout cas, Alison, merci beaucoup pour toutes ces astuces que tu nous as partagées aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Ça nous ouvre vraiment le champ des possibles, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur les plateformes ? Écoute, c'est tout simplement Les Clés de la Réno sur Instagram, sur le podcast Les Clés de la Réno sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Ok, super. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, dans la newsletter aussi. Petit rappel aux auditeurs de s'inscrire à la newsletter gratuite hebdomadaire où vous avez toutes les infos. Et puis comme ça, on pourra te retrouver très facilement, retrouver ton podcast. Merci Alexia. Merci Alison, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode Story Travaux. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On est tous amenés à faire des travaux un jour dans notre vie, que ce soit pour un investissement ou pour notre résidence principale. Partagez cet épisode à vos amis et à votre famille pour qu'ils puissent profiter eux aussi de ces astuces. Et si vous souhaitez nous soutenir, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode.